Je rappelle ces faits pour dire que notre motivation doit être absolue parce que nous avons en main une affaire qui est une grave violation des droits de l'homme, surtout pour un homme qui a quand même une vision, parce qu'au Cameroun, moi j'ai été très surpris de voir qu'au Cameroun, il y avait des hommes politiques qui non seulement pensaient, mais étaient capables d'écrire des livres, d'écrire des tribunes qui étaient remarquées dans le monde entier, parce que pour publier dans un quotidien comme Le Monde, c'est pas le premier venu, qui le fait. Quand l'État du Cameroun communique dans le monde, il le fait sous forme de publicité. Mais Marafa, quand il écrit dans le monde, c'est une tribune qui est partagée. Ce sont des idées. Donc c'est un homme qui a des idées. C'est pour ça que moi j'ai décidé de le soutenir, parce qu'il a des idées. Et je me dis, s'il y a des hommes comme ça au Cameroun, quel que soit le passage qu'ils ont eu, quel que soit avec qui ils ont collaboré, quand on voit les autres pays, comme par exemple en Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est un pays qui est en train de décoller. Ils ont connu la guerre pendant plus de 10 ans. Aujourd'hui, c'est un pays dont les ressortissants, plutôt que de fuir pour aller à l'étranger, sont en train de rentrer massivement parce que le pays décolle. Et il décolle pourquoi? Parce qu'il y a un homme qui a des idées et qui les met en application. Et on voit les résultats. Donc moi, je me dis que cet homme-là, c'est un homme qui a des idées, qui sait exprimer ses idées, qui a des convictions, qui a de l'énergie, parce qu'en dépit de sa situation de prisonnier dans un cadre qui n'est même pas un cadre légal de détention, il est enfermé dans un camp militaire, il continue à produire des idées, et c'est lui qui mène véritablement le débat au Cameroun, parce que chaque fois qu'il sort quelque chose, le débat politique reprend, et quand il se tait, le débat politique s'arrête. Donc, vraiment, mes frères, mes soeurs aussi, c'est ma conviction personnelle que nous sommes dans un moment historique pour le Cameroun. On a une sorte de renaissance qui est en cours, et toutes les difficultés auxquelles on est confronté aujourd'hui, c'est ce que moi j'appellerais des difficultés de gestation. Je ne suis pas une femme, mais nous avons eu des femmes, ou si on n'a pas de femmes, on a eu des sœurs, on a vu comment elles souffrent quand elles ont un enfant, quand elles portent un enfant. Toute la douleur, toute la souffrance, toute la patience, toutes les épreuves qu'elles doivent subir jusqu'à donner naissance à cet enfant. C'est ce moment historique que nous sommes en train de vivre. Et donc moi je considère sa situation de prisonnier aujourd'hui exactement comme la situation d'une femme qui est enceinte et qui va donner naissance à un beau bébé. Donc ce beau bébé-là, c'est le Cameroun de demain. Le Cameroun qui va retrouver ses lettres de noblesse, qui va retrouver toute sa crédibilité qu'il avait au temps d'Ahidjo et qu'il a perdu en 33 ans de règne de M. Biya, et qui va faire encore mieux parce qu'on a aujourd'hui plus de cerveau qu'on avait au temps d'Ahidjo, on a plus d'énergie. Tout ça, tout ce qu'il faut, c'est l'esprit. Et M. Maraf a fait partie des gens aujourd'hui qui apportent cet élément spirituel, cet élément de direction pour que le pays puisse renaître. Donc voilà ce que j'aurais souhaité partager avec vous aujourd'hui. Merci. En fait, je me permets de faire juste un petit rappel, surtout à la suite de ce que le président de CL2P a dit, c'est sur le site internet de CL2P. Quels sont les critères en fait qui permettent de retenir, classer une personne, un prisonnier au Cameroun comme prisonnier politique? C'est assez important de savoir cela parce que le régime a réussi à tellement former l'amalgame, à créer un écran de fumée où, connaissant aussi la corruption généralisée, la mauvaise gouvernance au Cameroun, où à tous les niveaux, comme disait Jean-Michel Cancan, la chèvre broute là où elle est tachée, tout le monde bouffe comme on dit. À ce niveau, c'est très facile de présenter à l'opinion des personnes et de dire que ce sont des voleurs. Et au Cameroun, quand on dit que vous êtes voleur, si vous êtes un pauvre diable, il suffit qu'on pointe du doigt sur quelqu'un et il va être lynché. Ce n'est pas très différent aussi au niveau de votre personnalité, au niveau de l'élite. Et donc, faire la distinction souvent entre une personne qui est arrêtée, qui est prisonnier politique, une personne qui est prisonnier des droits communs, on a toujours ces difficultés où quand on défend quelqu'un, on dit oui, mais il était dans le système, donc il bouffait, donc il est voleur. Alors, quels sont ces critères-là? Je vais très très vite. Ce sont 5 critères qui ont été retenus. Le premier critère, la personne soutenue a été reconnue par les organisations internationales de défense des droits de l'homme comme étant un prisonnier d'opinion. Donc, des organisations objectives qui ne sont pas impliquées dans notre petite cuisine camerounaise. Deuxième critère, la personne défendue est maintenue en prison au-delà de la peine qui a été prononcée contre elle par la justice, au cas où il y a une peine qui a été prononcée. Troisième critère, le justiciable fait face à une multiplication de procédures dans une sorte de procès à tiroir, dont le seul but est de le maintenir en détention sans motif valable. Je pense que toute personne qui a suivi, par exemple, le cas
Thierry Michel à Tangana. C'est ici de quoi on parle. Quatrièmement, la détention dans une prison spéciale, autre que celle du droit commun. Et puis, c'est en général au Cameroun, le secret d'État à la défense. Et puis, cinquième critère, donc à ces catégories, nous ajoutons toute personne non liée à la politique, mais qui a été emprisonnée, non pas pour ce qu'elle fait, mais pour ce qu'elle est. Il s'agit ici, en l'occurrence, des homosexuels, habituellement jetés en pâture aux masses affamés pour les empêcher de demander des comptes sur la mauvaise gestion au pays. Donc voilà, c'est les 5 critères-là. Il est à peu près 16h48, donc... Je voulais ajouter un truc. Oui, ok. Peut-être vous pouvez vous présenter un petit peu Sami Bosso. Sami Bosso, qui est venu aussi de... Je voulais juste ajouter un critère parce que on se rend compte. Normalement, quand vous êtes condamné, vous avez droit à la visite. Mais dans le cas de Marafa, et même dans le cas par exemple, de ceux qui sont en condamnés, on distingue une chose qui est facile. C'est-à-dire que vous avez, dès que vous êtes présenté au juge, que vous êtes inculpé, vous avez le droit de recevoir normalement la visite. Or, dans le cas d'espèce, on se rend compte que Maître Harris, par exemple, il a été traduit maintenant inculpé, mais quand on y va, il faut absolument avoir une autorisation. Dans le cas de Marafa, quand on va au CEP, comment il s'appelle, Ababa, comment il s'appelle, non, Bellinga. Non, pas Bellinga. Non, c'est pas du tout. Non, écoute, c'est le secret général. C'est Bellinga qui dirige. Bellinga, Edou, le vieux, là, comment il s'appelle, qui était au FECOM. Bon, vous arrivez. Vous arrivez, vous dites que vous voulez voir on lui demande si il veut vous recevoir. Mais dans le cas de Marafa, il faut absolument avoir une autorisation délivrée par le juge. Ça veut dire que quelque part, puisqu'il est condamné à 25 ans de 25 ans de prison, normalement il devait recevoir. Si Joël arrive au Cameroun et dit bon, je vais rendre visite à Marafa, il s'arrange à ce que Marafa soit informé et donne son accord. Mais on ne peut pas demander à Joël d'aller demander l'autorisation au juge ou au procureur pour rencontrer Marafa. Ça veut dire quelque part que ces distinctions, eux-mêmes la font sans s'en rendre compte. C'est pour ça que je voulais... Sur les critères, oui, éventuellement... ça fait partie, grosso modo, sur les conditions, sur les conditions de détention qui sont spécifiques aux prisonniers politiques, aux prisonniers comme Marafa. C'est indiscutable quand les organisations, les autres ONG sont amenées parfois avec réticence à constater ça. C'est parce qu'ils se rendent compte, notamment, ça a été le cas pour Edjoua et avant Thierry Michel à Tangana, c'est qu'on ne peut pas leur rendre visite comme on ferait pour tous les autres. C'est-à-dire qu'il faut, pour Marafa, c'est même encore flagrant, c'est que Gilles Bellinga est devenu, parmi ceux qui sont ses co-détenus, celui qui peut devenir à la fois l'interlocuteur de Marafa et l'interlocuteur du régime. Là, ce sont des petites choses qu'il faut savoir, que parfois ces prisonniers politiques, ceux qui sont vraiment prisonniers politiques, ont aussi le désavantage qu'à l'intérieur, leurs co-détenus peuvent devenir des pièces qui alimentent le régime en information. Et c'est ça qui est terrible. Vous êtes coupé. Marafa a eu le cas de sa fille qui était pendant l'été, à qui on a refusé. Donc c'est tout cet ensemble d'indices qui font que les ONG, donc évidemment, nous on a un problème, et il faut le dire, non seulement les ONG, il faut que les ONG le reconnaissent, mais parfois c'est aussi plus intéressant quand des États le font. Les États-Unis n'ont pas transigé longtemps. Le département d'État n'a pas réfléchi 1000 fois pour reconnaître la qualité de prisonnier politique à Marafa. Aujourd'hui, ce dont on bute, c'est avec la France. Et qu'on ne peut plus continuer avec il y a des écrits qui disent que c'est le Quai d'Orsay qui bloque, il y a
On ne peut pas rentrer dans ces choses-là, mais on bloque. Il est hors de question qu'un État comme les États-Unis, une grande démocratie comme celle-là, dans ses rapports successifs, reconnaisse Marafa comme un prisonnier politique. Et qu'en France, elle tergiverse encore. Nous sommes là pour pousser les Français à le reconnaître. Et on peut dire que pour l'instant, ils vont un peu se cacher derrière leur propre ombre qui est l'international socialiste, puisque le PS qui est au pouvoir en France en fait partie. Donc la déclaration, la résolution de l'international socialiste les engage. Il est devant interpeller tout le parti socialiste. Je dois interpeller pourquoi il faut pas que vous aimez. C'est pas ça ne les engage pas. Non. Mais ils en font non, partie. tout simplement parce que à partir du moment où je suis Fabienne, la vice-présidente du CLP, à partir du moment où le président de la République, enfin, le candidat François Hollande, ou tout candidat socialiste devient président, il n'est plus au service d'un parti, au service d'une nation. Ce qui veut dire qu'il devient le président de tous les Français. Et en aucun cas, il ne se sentira engagé, pour quelque raison que ce soit, par l'international socialiste. Non, mais le PS fait partie de l'international socialiste. Le PS fait partie de l'international socialiste, mais François Hollande est le président de l'ensemble de tous les Français. Il n'est pas le président des militants du Parti socialiste. Ce que je veux dire, c'est que l'international socialiste, le PS faisant partie de l'international socialiste, l'international socialiste étant au pouvoir en France, une décision de l'international socialiste engage le PS. Disons mais il n'engage pas le président. Mais il n'engage pas le président. On va venir au débat, s'il vous plaît. On va passer tout à l'heure. Moi, je suggère qu'on continue. J'utilise notre intervention comme pour parler aussi du cas de Maître Harissou. Maître Harissou, c'est un notaire de renommée internationale qui travaille installé à Marois. Maître Harissou a été arrêté le 27 août 2014. Il avait été en fait pratiquement piégé, si je peux dire. On l'a appelé pour qu'il se rende chez le gouverneur. Et puis, arrivé chez le gouverneur de la province de l'extrême nord, il est mis aux arrêts. Et puis, le même jour, il a été transféré à Yaoundé par avion militaire. Ça montre donc l'importance qui est donnée à son arrestation. Et à Yaoundé, il a été retenu dans les locaux de la DGRE, puis après, il a été transféré au 7 en septembre 2014. Et depuis le mois de septembre 2014, il a été placé en détention pour 6 mois, renouvelable 2 mois, qui est 2 fois, donc 12 mois, c'est normalement le maximum légal dans ce type de situation. Mais quand même après, il est toujours retenu. Et pendant les 18 mois qu'il est resté au 7, en fait, au total, il a été entendu 2 fois par le juge d'instruction. Entre-temps, il a été transféré, si je ne me trompe pas, à Kondengui, où il est à la prison centrale de Kondengui, où il est placé maintenant. Et finalement, il a été renvoyé devant le tribunal militaire pour répondre. Ça devait être le 22 janvier, mais repoussé maintenant, je pense, au mois de février. Monsieur Bosso, au mois de février, le 19 février, pour les chefs d'inculpation des faits d'outrage au président de la République, hostilité contre la patrie et révolution, détention et port d'armes illégaux et des munitions. Maintenant, pour comprendre un peu le dossier et son orientation, c'est qu'il faut signaler le cas d'un autre détenu, c'est M. Sidiki, qui est président d'un parti politique, qui avait été arrêté quelques 2-3 semaines avant Maître Harissou. Et donc, on cherche à lier Maître Harissou à ces cas-là. Sidi qui est accusé d'infraction d'assassinat, port et détention illégaux d'armes et munitions de guerre, hostilité contre la révolution, contre la patrie et la révolution. En fait, on prétend que M. Sidi qui s'était rendu en Centrafrique pour chercher le soutien ou entrer en contact avec des rebelles centrafricains et que dans ces cadres-là, il serait lié à des attaques qui ont eu lieu dans l'est du Cameroun. Au départ, c'était des choses considérées comme des faits de droit commun, du banditisme en fait. Mais puis qui a été requalifié. Il n'y a pas d'éléments matériels
comme j'expliquais tout à l'heure aussi, qui dit Maître Harris, ou Maître Harris en fait n'a pas été détenteur, on n'a jamais retrouvé, il n'a pas été porteur d'armes, il n'a pas été porteur de matériel, on n'a pas dit qu'on a trouvé des armes de matériel chez lui, on n'a pas fait de perquisition dans son cabinet ou dans son domicile où on aurait trouvé des choses jusque-là, mais on cherchait quand même à le lier au cas de M. Sidiki, et donc il est retenu jusqu'ici. Et maintenant, pour ce que je sais, il y a aussi le cas de 3 journalistes qui ont été entendus cette semaine ou la semaine passée. Hier, il y avait Baba Wame, il y a 3 journalistes qui sont traduits devant le tribunal militaire aussi pour n'avoir pas, ils sont accusés d'avoir été au courant du complot et qu'ils n'auraient pas traduit. C'est-à-dire que, sachant bien que normalement ils sont couverts, si c'était déjà le cas même qu'ils avaient des informations, normalement les journalistes jouissent aussi de la protection de leurs sources, normalement. Mais ils sont quand même traduits aussi devant le tribunal militaire. C'est extrêmement flou, mais ça montre aussi comment la situation au Cameroun et c'est de quoi le système est capable. Voilà, donc ça c'est l'intervention, c'est que nous voulions dire ici. On va faire un échange, ou bien pour aborder par rapport aux journalistes Maître Harris et Sidiki, c'est pourquoi on insiste, et je disais dès le départ que le cas de Marafa est assez important. Pourquoi c'est important? Parce que Marafa, par les différentes reconnaissances, à chaque fois qu'il jouit d'une reconnaissance internationale, on parlait là de l'international socialiste, même si le président français n'est pas tenu par ce que la résolution de l'international socialiste. L'international socialiste a cette force, c'est qu'elle réunit tous les partis progressistes du monde. Et quand ils prennent une résolution sur un homme qui, au passage, dans les commentaires au Cameroun, les gens voulaient toujours lier Marafa à la droite française. Et donc, c'est quand même assez singulier que ce soit du parti socialiste, même si ce n'est pas le parti socialiste français qui a initié cette reconnaissance-là, mais pour le moins, ils sont tenus. Et nous, quand on interpelle aujourd'hui, y compris certains hommes politiques, comme on dit toujours camarades, on inclut tout le temps la reconnaissance par l'international socialiste, parce que pour qu'ils se sentent quand même, il y a une forme de culpabilisation morale en disant, vous avez quand même là une autorité morale qui devrait vous conduire à comprendre que cet homme-là est d'une probité indiscutable et que son séjour en prison ou ce qui fait office de prison doit être abrégé. Et c'est pour dire que le fait que Marafa jouisse de cette reconnaissance-là attire inévitablement l'attention sur tous les autres qui sont détenus arbitrairement, particulièrement le cas de Maître Harris ou Sidiki, qui sont quand même dans une procédure militaire. C'est quand même assez singulier qu'au Cameroun aujourd'hui, on peut encore intervenir des gens comme ça, les traduire devant le tribunal militaire et faire comme si c'était tout à fait normal. C'était tout à fait normal et personne n'en parle. Nous, on a saisi l'ex-ministre de la Défense pour dire qu'il faut, pour l'honneur du Cameroun, arrêter cette procédure. Reconnaissez une fois pour toutes que vous êtes rentré dans un, je ne sais même pas, ce ne serait pas un guide juridique, c'est une impasse. C'est une impasse. Et à un moment, un cul-de-sac dans lequel vous n'arrivez pas à sortir. Il n'a pas eu le courage. Et il faut continuer maintenant avec son prédécesseur à se dire que ces hommes-là n'ont pas non seulement la raison d'être dans le lieu de séquestration, c'est que les charges même qui sont retenues contre eux sont tellement grotesques que le Cameroun, pour l'honneur du Cameroun, pour peu qu'on ait encore l'honneur, il ferait mieux de les arrêter avant même de parler d'un procès, parce que tous les délais en matière de détention provisoire sont bafoués, on n'en est même plus là. Donc pour ceux qui parlent de procès, il faut même l'arrêter avant qu'on en envisage. Et aussi une précision par rapport à la procédure judiciaire de M. Marafa. Il avait déposé un recours en annulation devant la Cour suprême du Cameroun. Sitôt après sa condamnation, et en principe, d'après la loi, la Cour suprême avait 6 mois pour lui répondre. Mais là, on est à 3 ans, il n'y a pas eu de réponse. Il n'y a pas eu, voilà même, il n'y a pas eu, ils ont envie de trancher le cas à la Mara. Voilà. Ce qui est quand même assez singulier, parce que si on condamne de manière définitive, attends, madame,
mandat sur ce dossier de l'avion présidentiel. On ne peut pas sur un même dossier condamner encore son prédécesseur, ou alors on considère que sur une même infraction, il y a eu combien de donneurs d'ordre, 2 donneurs d'ordre, dont un on n'a pas pu matérialiser l'infraction et l'autre dont on matérialise et qu'on condamne plus rapidement. D'une manière ou d'une autre, il faut qu'aujourd'hui, on demande et qu'on insiste que, d'une part, ce recours formulé devant la Cour suprême arrive vienne enfin en audience et que les juges camerounais prennent enfin la responsabilité. Parce qu'on ne peut pas continuer à tolérer ce type de semblable. Je prendrai la balle au bon tout simplement aussi pour rappeler qu'en tant que femme, et pardonnez-moi ce particularisme, on est à 2 jours de l'assassinat de Christiane Sopho. Ouais. Assassinat dont le gouvernement camerounais avait promis de faire une totale transparence. Aujourd'hui, on devrait savoir qui a commandité l'assassinat de Christiane Sopho. Mais je dis assassinat, mais aussi torture de Christiane Sopho, qui a été torturée dans des conditions atroces. Et les rumeurs ont dit que c'était certainement Maudubir, la brigade spéciale d'intervention, qui aurait commis ces actes atroces. Alors, le CLDP, de toute façon, prend l'engagement d'inscrire Christiane Sopho comme... en tout cas, un cas à clarifier. Non, d'abord, classer Mme Christiane Sopho comme prisonnière assassinée pour des raisons politiques. Prisonnière? Non, oui, peut-être prisonnière. Disons que c'est un cas emblématique d'une victime. Une victime emblématique. Et c'est quand même, ça représente aussi un volet très important de l'affaire de M. Marafa Midou Yahya. Christiane Sopho qui était son assistant personnel, assistant personnel pendant 20 ans de Hamidou Marafa. Donc, et ça c'est, je pense, très important de mettre ce pendant, le pendant de Christiane Sopho à l'affaire Marafa, parce que ça éclaire, ça donne un éclairage nouveau dans cette affaire où je pense que le gouvernement camerounais et ses sbires sont prêts à tout, à utiliser tous les moyens quels qu'ils soient pour écraser Marafa Midou Yahya. Et au-delà, je veux dire que rappelez-vous 2 ans en arrière, l'annonce de la mort de Christiane Sopho a glacé le sang à tout le monde, parce que ça voulait dire qu'ils étaient prêts à tout, à tuer n'importe qui se dresserait face à eux pour défendre Marafa. Donc je tenais à rappeler la mémoire de Christiane Sopho et dire que de toute façon, je pense que tous les amoureux et les militants des droits de l'homme, tôt ou tard, on se battra pour faire mettre au jour et connaître la vérité. Ok, merci beaucoup. Donc, je pense qu'à peu près 17 heures, on va passer la parole aux autres ici, pour ceux qui veulent intervenir. Vous suivrez l'échange. Marcel, c'est toi? Non, mais pour moi, c'est Marcel Tchangé. Moi, je n'ai pas grand-chose à dire, parce que l'essentiel a été dit. J'ai écouté vraiment tranquillement les exposés qui ont été exposés de qualité. Je pense que l'essentiel des éléments sont là. Et moi qui a quand même cette formation d'activiste, l'aspect activiste m'intéresse beaucoup. Parce que si on se limite seulement aux écrits, ça ne peut pas changer ces gens-là. De temps en temps, il faut passer à l'action. Et je prends l'engagement des gens ici de reprendre les choses sur le terrain au niveau de Bruxelles. Parce qu'il faut de temps en temps motiver ceux qui sont responsables politiques ici, en commençant par l'ambassade et comme ça. Je suis aussi militant du Parti Socialiste et je vais essayer, déjà demain, j'ai une rencontre avec le Parti Socialiste ici, je vais essayer de leur parler, en disant par exemple, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quand même une grosse injustice au niveau du monde, il faut qu'on se parle. Et je suis très content d'avoir rencontré ces frères qui sont de Paris. Et je suis aussi très content d'apprendre qu'ils s'occupent vraiment d'une manière professionnelle de ces dossiers. Parce que moi aussi, je connaissais rien qu'à faire Marafa.
Nous aussi, on était comme le peuple, on dit qu'il a volé aussi, il a volé la Cameroun en bas. C'était ça notre démarche. Mais là, aujourd'hui, je suis vraiment édifié. Et ça m'amène à comprendre que dans ce pays, il y a beaucoup d'injustice. Et nous sommes là pour prendre, nous avons fait cet engagement et nous allons se mettre au travail. Juste avant de continuer, c'est la question pour avoir le livre, j'imagine que les gens peuvent commander évidemment sur Amazon et autres, mais auprès de toi aussi, les gens peuvent commander. Ah non, je ne suis pas libraire. Sauf que si vous voulez, parce que, en fait, je ne sais pas si c'est souvent à Bruxelles, de toute façon à Paris, il est vendu aux éditions L'Harmattan. L'Harmattan. Donc le livre est disponible. Disponible à L'Harmattan. On peut trouver un petit store ici pour Bruxelles. Comment? On peut avoir un petit store pour Bruxelles. Si les gens peuvent commander directement, c'est pas nécessaire d'avoir ça. C'est pas toujours sur les gens, surtout les gens comme nous, on n'aime pas le commander. Si on a un endroit, on peut aller acheter directement. Parce que je vais faire, tout ce que je peux promettre, c'est que je prends les contacts au moment de partir. Comme ça, son éditeur, je vous mets en contact. Je pense que ce sera plus facile, quoi. Déjà qu'ils disent si à Bruxelles il y a un endroit où on peut le trouver, et s'il n'y en a pas, comment est-ce qu'on peut faire? Parce que je pense que l'intérêt de l'éditeur aussi, c'est que le livre soit diffusé. Parce que même à Paris, il y avait des stocks à l'Harmattan, et j'ai rencontré des gens qui en voulaient. Des fois, je suis allé pour acheter pour eux, parce qu'ils avaient accepté de faire la commission. C'était par exemple des gens qui étaient de passage à Paris, qui ne connaissaient pas la ville. Et à l'Harmattan, très souvent, c'était en rupture de stock. Il fallait précommander pour avoir. Donc peut-être que c'est aussi dans l'intérêt de l'éditeur de faire en sorte que les camarades de la diaspora décentraliser ce point de vente pour faire mettre aux gens. Et c'est intéressant à lire parce que véritablement, quand on le lit, on se rend compte que M. Marafa n'est pas un bureaucrate. Parce qu'au Cameroun, on a cette habitude-là, des gens qui sont dans leur bureau tout le temps. Mais lui, il a parcouru tout le pays, il a réalisé des choses, il a essayé de pousser des réformes, de faire la décentralisation, et il a réussi à en faire certaines. Mais très souvent, quand il montait trop, on sentait la menace venir en se disant, bon, on sait que la hantise de Paul Biya, c'est d'avoir des gens qui sont plus appréciés que lui. Il sent la menace venir tout de suite. Donc il y a eu des choses qui ont été bloquées, qui n'ont pas pu aboutir. Et quand on voit par exemple les budgets qu'il demandait pour les collectivités décentralisées et tout ça, très souvent il ne recevait que le tiers de ce qu'il avait demandé et ayant bien fait derrière un listing chiffré de ce qu'il allait réaliser. Et avec ça, il s'efforçait quand même de faire des choses. Et on a vu au Cameroun des ministres de l'administration territoriale qui étaient incapables de seulement organiser une élection. On a vu des cas, on se rappelle, c'était en 2002, l'histoire du scrutin qui avait été finalement reporté de 7 jours. C'est Marafa qui avait sauvé ce scrutin alors que le pays était déjà au bord du désordre, vu que Congo et Dima, ça y est devenu en l'occurrence, avait été incapable de le faire. Mais lui, il a sillonné le pays, il a touché du doigt les réalités des Camerounais, il a essayé de faire ce qu'il a pu. Donc c'est un peu comme Titus Edouard disait que le problème du Cameroun en réalité, c'est son président. Parce que lui aussi, Titus Edouard disait qu'on dit à Paul Biya, bouge, il ne bouge pas, avance, il n'avance pas. Il crée des blocages partout. Et il disait aussi que c'est très très difficile de faire avancer la moindre idée positive auprès du président. Donc ce qui signifie qu'à l'intérieur même de l'appareil, il y a des gens de très bonne volonté, mais qui sont tout le temps en but au blocage, au plafond, que met le président pour sécuriser sa place. Ce n'est pas nous qui l'avons qualifié de roi fainéant, c'est une journaliste française qui a vécu longtemps au Cameroun. Et on sait très bien que les étrangers sont plus en même de voir nos réalités que nous, qui sont plongés dedans en permanence. Pour rebondir par rapport à Marcel, par rapport aux actions concrètes, je pense qu'il faut, notamment par rapport aux camarades anti-guillemets bruxellois, il faudra jamais hésiter de parler par rapport à la reconnaissance de l'Internationale socialiste. Ça ouvre vraiment, ils se sentent immédiatement concernés. Et l'avantage aussi que vous avez à Bruxelles ici, c'est que vous avez des institutions européennes. Et les institutions européennes, quand vous avez l'impression que c'est difficile, vous avez du mal à avoir des rendez-vous, mais quand vous les avez, exploitez-les. Même sur Marafa, par rapport à Marafa, on avait déjà pris certains rendez-vous. Il y a notamment au niveau du Parlement européen, des députés
personnalités comme Eva Joly, qui connaît très bien la situation, ce cas-là. Donc, le fait qu'on se coalise mieux et qu'on converge, on aille tous vers le même truc, je pense que ça peut donner énormément de choses. Donc, vraiment, l'action militante,